Nous sommes passés du niveau fédéral à la tâche des cantons qui se fait de plus en plus complexe. L'espace est réduit, donc imaginez des aires d'alimentation définies auxquelles imposer des règles à certains endroits, c'est pas facile à proposer. On verra. Mais maintenant, on souhaiterait creuser un autre sujet. Alors, en attendant, l'analyse des risques du point de vue de la toxicologie humaine impose que l'on engage des actions immédiates. Alors, ce qui, en fait, est nocif doit être éliminé le plus rapidement possible. Et donc, c'est ainsi qu'on en arrive à l'eau potable. Je donne la parole à Andreas Peter, qui est chef du contrôle qualité distributeur d'eau à Zurich, qui nous parlera du process de la ressource au robinet. Et il nous dira ce que font les distributeurs d'eau pour garantir de l'eau potable. 2 litres par jour que nous devons tous boire pour rester en bonne santé. Andy, vous avez la parole. Merci, Raphaël. Et bonjour à toutes et à toutes de ma part également. Eh bien, en fait, je souhaite rebondir directement sur ce qui vient de me précéder. En fait, je souhaite rebondir sur le défi de l'approvisionnement en eau. Et jetons donc un coup d'œil, approfondissons un petit peu. Voyons comment on passe de la ressource à un produit sûr qui sort du robinet. Alors, la qualité compte. En 20 minutes, nous allons faire un tour d'horizon. Je vais vous partager un certain nombre d'informations. Je commencerai par un tableau d'ensemble et puis je vais vous parler également des défis actuels qui nous attendent, qu'il va falloir que nous relevions, voir ce dont on aura besoin pour garantir une eau sûre. Mais commençons par cette photo. En fait, là, vous voyez ce que nous faisons et c'est le service d'approvisionnement en eau. Là, nous sommes au niveau local, on utilise les matières premières locales. Nous ne sommes pas une société comme Coca-Cola qui a toute une filière d'approvisionnement. L'eau potable de la région, certes, mais un certain nombre d'autres ingrédients qui viennent du monde entier, de fournisseurs. Et si la qualité des fournisseurs n'est pas optimale, eh bien Coca-Cola peut changer de fournisseur. Alors que nous, eh bien, on dépend du fait que la ressource disponible doit être de qualité supérieure. Ensuite, alors, il nous faut également trouver un raccord entre le captage d'eau potable et la fourniture. C'est, comment dire, l'emballage alimentaire le plus grand qui existe. Ce sont nos canalisations, nos conduites d'eau dont je suis en train de vous parler, qui permettent de vous fournir, vous approvisionner en eau 24 heures sur 24 avec une bonne qualité. Et là, les standards sont extrêmement élevés. Nous devons savoir exactement ce que nous faisons. Là, j'ai listé les tâches dont on a déjà entendu parler, la protection des eaux, ça c'est la base, bien entendu. Mais nous avons également un mandat en tant que fournisseur qui s'élargit à d'autres domaines parce que l'opinion publique est très attentive et suit de très près tout ce que nous faisons. Nous devons non seulement mesurer un certain nombre de paramètres standards, mais il nous faut aussi communiquer tout ce qu'on fait. Nous devons communiquer les valeurs détectées, non seulement celles qui doivent être enregistrées au terme de la loi, mais il faut peut-être essayer d'aller un petit peu au-delà de ce qu'impose la législation. Parce que lorsque des élections sont organisées, les gens votent en fonction de ce qu'ils ont vécu, de leur ressenti. Donc, voyons un petit peu quels sont les points essentiels dans ce tableau d'ensemble. Alors, commençons par la ressource. Vous avez déjà vu cette représentation, cette illustration 2 fois aujourd'hui. Ici, nous utilisons les eaux souterraines en tant que ressources. Nous avons plus de 100
point de conflit ici. En fait, nous avons une aire de protection en zone urbaine qui est un véritable challenge. Mais moi, je suis sûre que nous pouvons relever ces défis parce qu'on a fait tout ce qu'il fallait. Nous avons analysé les risques dans nos bassins hydrologiques et nous savons où il y a des problématiques. Mais il n'en va pas toujours ainsi parce que le défi consiste parfois à savoir comment collecter les données. Alors, je prends l'exemple du lac de Zurich qui sort naturellement du périmètre de la ville et du canton. Il y a 4 cantons concernés par ce bassin d'eau. Et nous avons contacté les autres autorités. Nous leur avons demandé quelles étaient les émissions et les substances dans leur zone, etc. Et les données que nous recevons ne sont pas complètes. Alors, comment puis-je, moi, analyser, faire une analyse complète des risques si je ne sais même pas ce que je dois chercher? Et même si je sais ce que je dois rechercher, et même lorsque j'ai des données, eh bien, je ne suis pas le seul à devoir, décider, parce que mes voisins également peuvent manifester un certain nombre d'intérêts, ce qui m'amène à interagir avec d'autres. Donc, il vaut mieux rechercher un certain nombre de substances spécifiques. Et encore une fois, voilà les PFAS qui reviennent. Mais ici, par exemple, dans notre bassin hydrologique, eh bien, nous l'avons enregistré. Vous avez les petits points en bleu ciel. Ça veut dire, que nous sommes en sécurité au terme des dispositions réglementaires européennes, entre autres. Et puis, bien sûr, vous savez également que ces dispositions sont en vigueur en Suisse également. Mais si on ne se bornait qu'à nos captages, le tableau ne serait pas complet. Et ça, c'est important lorsqu'on fait une analyse des risques, parce que ici, vous voyez un certain nombre d'autres points qui sont représentés avec des couleurs différentes, ce qui témoigne d'un certain nombre de risques. Donc, contamination du passé, il faut que je les connaisse, car ces contaminations, bien sûr, ont des impacts sur les eaux souterraines, surtout lorsque je veux les potabiliser. Et il faut donc que je dispose d'un tableau d'ensemble complet de tout le bassin versant. Alors, comme je le disais, eh bien, ça marche plutôt bien si j'ai un objectif bien précis, si je ne me penche que sur l'analyse d'une seule substance. Par contre, la donne est beaucoup plus complexe lorsque je ne sais pas exactement ce que je suis en train de rechercher. Alors, parlons PFAS toujours, et maintenant, on va parler des TFA. Dans ce cas-ci, par exemple, eh bien, j'en ignore l'origine. L'origine pourrait être un pesticide, ou encore l'eau de pluie, ou des émissions industrielles, par exemple. En Allemagne, par exemple, nous avons des services d'approvisionnement, de distribution en eau qui ont des TFA en microgrammes et qui sont présents dans l'eau carrément. Ici, vous avez 800 nanogrammes. Vous avez un exemple avec 800 nanogrammes. Et à Zurich, en fait, le chlorothalonil n'est pas un problème. On n'a pas de contamination importante à base de chlorothalonil. Mais ce qui m'inquiète, eh bien, c'est la tendance. Parce que vous voyez qu'en 5 ans, les concentrations ont doublé. Et c'est effectivement dramatique. C'est dramatique pour une substance chimique qui vient de l'environnement. Alors, comment est-ce que ça va évoluer? Quelle sera l'évolution de cette situation? Alors, nous, qui sommes justement un distributeur d'eau, avons une installation de traitement qui prévoit 5 étapes de traitement pour arriver à une eau potable sûre. Jusqu'à présent, c'était suffisant, mais la question est de savoir, à l'époque du TFA et d'autres polluants, est-ce que cela suffit encore? Et donc, nous sommes en train de programmer une restructuration complète de notre installation. En fait, un projet pour plusieurs générations doit produire de l'eau sûre pendant 50 ans
au moins. Alors, de quelle technologie ai-je besoin pour pouvoir produire de l'eau sûre? Ce sont là les questions que nous avons à l'esprit, surtout lorsque je programme de manière, comment dire, proactive. Je peux utiliser des modèles et de manière modulaire, ajouter un certain nombre de technologies au fil du temps, ou alors je peux être sûr et certain dès le début et je réaménage complètement toute mon installation pour faire face à toute substance possible et imaginable. Bon, encore une fois, ce sont des défis qui nous attendent, mais c'est une ressource à la fois. Alors, maintenant, du point de vue santé, alors ceux qui consomment de l'eau s'interrogent, que se passe-t-il après? Nous avons fait tout ce qu'il fallait pour ce qui est de l'approvisionnement en eau. Eh bien, comme je vous le disais, l'emballage alimentaire le plus long, ce sont ces 1500 kilomètres de conduite d'eau qui sont dans le sous-sol de Soleto. Mais en fait, il y a des influences qui peuvent les impacter. Les chantiers, la concurrence avec d'autres infrastructures, le chauffage de ville également qui passe à proximité de ces conduites et tout ça se répercute sur nos produits. Or, à tout prix, nous souhaitons éviter les contaminations parce que ici, on ne parle pas de traitement. Nous sommes en train de parler du rapport que l'on a avec nos propres consommateurs. Bien sûr, il y a des personnes qui s'occupent de la programmation des chantiers, etc. On travaille également avec des sous-traitants qui parfois subissent des pressions et il est de plus en plus difficile de garantir la qualité des chantiers. Mais c'est là la raison pour laquelle eh bien, nous avons mis au point un projet pilote pour assurer la qualité dans le réseau de distribution. On a installé différents capteurs que vous voyez là. C'est un capteur multiparamètres qui enregistre donc différents paramètres. L'idée étant de déclencher des alertes lorsque la qualité de l'eau baisse à cause d'un chantier ou à cause de sabotage, parce qu'il faut tenir compte également de cela. Les sabotages, c'est un sujet dans le contexte géopolitique. Nos structures peuvent faire l'objet d'attaques de ce genre. Sans entrer dans le détail, eh bien, à la fin, le produit est consommé, donc il est prélevé au robinet et là aussi, on peut assister à une perte en qualité. Pour nous, c'est difficile à gérer. Cela ne nous incombe pas. Ce n'est pas de notre responsabilité. Dans ce cas-ci, eh bien, la responsabilité revient au propriétaire de l'immeuble parce que parfois, on utilise des matériaux qui ne sont pas appropriés ou alors l'eau stagne pendant un certain temps dans les conduites avant d'être consommée. Dans ce cas, eh bien, on peut faire du conseil pour aider la population ou alors faire des contrôles également pour faire en sorte que l'eau soit sûre au niveau du dernier mille également. Voilà. Maintenant, nous allons parler davantage de contrôle qualité au labo et en ligne. Alors, que faire pour pouvoir contrôler la qualité de A à Z? En tant que responsable de la sécurité alimentaire, eh bien, je m'interroge sur les points de contrôle à prendre en compte. Alors, on l'a déjà dit, 0,1 microgramme, c'était la valeur limite, c'était là la sensibilité qui était prise en compte dans les analyses. Mais aujourd'hui, on peut mesurer n'importe quoi. C'est ce qui ressort de ces courbes. En fait, et vous voyez justement qu'elle monte en flèche, une de ces courbes. En une demi-journée, on peut passer au scanner des centaines de substances. J'ai des terabytes de résultats. Et que faire de toutes ces informations? Je dois pouvoir les traiter, les apprécier, les évaluer, etc. Il faut du temps, bien sûr, pour le faire. Il faut du temps pour créer ces bases de données et je n'ai pas toujours une référence concernant les valeurs maximales. Oui, je peux trouver quelque chose dans la littérature. Je peux également trouver des modèles qui peuvent m'être utiles, mais
Je veux également comprendre exactement ce qui se passe dans le monde réel, savoir s'il y a des liens ou des rapports de cause-effet qui peuvent indiquer un certain nombre de risques, même si je n'ai pas de base pour pouvoir procéder à des appréciations. Alors ici, comment s'y prendre? Bon, il est important de pratiquer correctement son métier. Il faut commencer par faire des affections 24 heures sur 24. Alors, comment utiliser le chlore, par exemple? Eh bien, il faut faire des mesures simples pour le faire. Ce sont des mesures qui doivent être concertées et c'est là, en fait, la norme, le standard. Ensuite, nous avons également des suivis qui sont effectués au laboratoire. Il doit s'agir de laboratoires internes ou externes, mais il ne suffit pas de se borner à une analyse une fois par an et ensuite de donner les données aux personnes intéressées. Mais je dois m'interroger et me demander où sont situés les dangers. Tout cela dépend de la saison, des conditions météo. Ou alors, je dois créer également un programme d'analyse. Il y a bien sûr des lignes directrices à suivre telles que la SVGW12. Je ne dois pas analyser toutes les substances, mais je dois toujours m'interroger pour savoir ce qui est important dans mon propre système. Mais on en fait davantage encore. En fait, nous souhaitons anticiper l'avenir, être des pionniers et innover. Et donc, nous nous occupons de différents sujets. Nous échangeons également nos informations avec d'autres acteurs et d'autres groupes d'intérêt. Nous ne travaillons pas seuls, nous travaillons en partenariat scientifique au niveau local et à l'étranger, car ces sujets sont pour nous importants et nous mettent devant des défis à relever à l'avenir. Par exemple, en ce qui concerne la valeur limite des microplastiques, eh bien, là aussi, on souhaiterait pouvoir avoir notre mot à dire. Et là, encore une fois, il y a, comment dire, de bonnes pratiques que nous pouvons utiliser. Bien. Nous essayons de pousser de plus en plus loin nos recherches et nos analyses. Nous en sommes ainsi arrivés pratiquement aux conclusions de mon exposé. Donc, mon travail et le travail des services d'approvisionnement et de distribution en eau sont de plus en plus contraignants. En fait, mon ancien employeur n'a pas compris que je voulais travailler chez un distributeur d'eau. Ça fait 11 ans, effectivement, que je travaille dans la distribution d'eau et je trouve que c'est extrêmement intéressant comme travail. Quelles sont la Bible? Eh bien, la Bible, ce sont les bonnes pratiques, les bonnes procédures. C'est obligatoire, je dois les connaître, mais cela ne suffit pas parce que les défis continuent de se renouveler. Et il faut absolument approfondir toute connaissance concernant les ressources, chose que je ne peux faire seule. Je dois échanger avec d'autres. Je ne dois pas avoir peur d'interroger les groupes d'intérêt, l'industrie, les autorités, l'agriculture, etc. Dans la zone de Bâle, par exemple, l'industrie et les fournisseurs d'eau dialoguent parfaitement et analysent également tout ce qui a trait à la protection des eaux. Donc, moi, je suis convaincue de ce qu'il faut très certainement prendre soin de cette ressource en eau. C'est une ressource extrêmement résiliente. Et si la nature nous permet de disposer d'eau potable, eh bien, moi, je suis heureux qu'un certain nombre de technologies existent nous permettant de traiter les eaux et de préserver un certain nombre de sites. Mais il faut faire évoluer naturellement nos technologies. Et avec cette photo prise dans ma ville, eh bien, j'espère pouvoir offrir ce genre de luxe aux visiteurs qui se rendront dans ma ville à l'avenir. Merci. Grazie Andy. Merci.
Merci pour avoir abordé ce dernier point, Andreas. Donc, les eaux naturelles par rapport à nos solutions techniques plus efficaces, plus avantageuses au plan économique. On en a déjà entendu parler plusieurs fois aujourd'hui, hein. Et en fait, c'est très certainement un point d'ancrage que l'on souhaite continuer à avoir à l'avenir. Ce que fait le service d'approvisionnement de Zurich est vraiment impressionnant. Ce qu'ils font pour assurer la qualité de l'eau potable est impressionnant. Par exemple, les petits fournisseurs d'eau, et si je pense à eux, eh bien, je sais que l'approvisionnement est extrêmement décentralisé. Il y a de petites sociétés qui ont des qualifications beaucoup moins pointues que celles de la société et du service d'Andreas. Alors, je me demande, comment est-ce que les petits fournisseurs peuvent profiter des compétences des grands? Est-ce que vous leur donnez des conseils? Vous avez un service de consultance? Est-ce que vous avez des services pour les petites sociétés également? Enfin bon, voilà, c'est la question. Alors oui, merci. Oui, oui, tout à fait. Nous fournissons ce genre de service. Nous accompagnons les autres fournisseurs d'eau. Nous les aidons à assurer la qualité des eaux, aussi bien à travers des conseils que en répondant à des questions sur les conflits dans les aires de protection. Mais ça existe dans d'autres métiers également, hein. Les grands intervenants aident les plus petits. Il y a énormément de stages de formation. Demain, on fera en fait un stage, une formation sur la W12, cette ligne directrice, pour améliorer le savoir-faire de tous les intervenants interpellés. Je crois qu'on pourrait faire encore mieux, hein. En Suisse, on est toujours un petit peu atomisé, mais disons que la tendance est à la collaboration, quoi qu'il en soit. Autre question encore? Quels sont les paramètres que vous mesurez dans le réseau de distribution d'eau potable? On a entendu parler de pH, et puis il y a d'autres critères encore peut-être? Non, je ne les ai pas illustrés, les paramètres, à vrai dire. Ici, eh bien, dans cette installation, pH, conductibilité, température, potentiel de réduction, oxygène. Il y a différents capteurs. On a essayé de mesurer également les particules. Et puis il y a les projets pilotes également. Was ist der Vorteil, wenn man in der Stadt ist? Da gibt's Cytométrie de débit. Bon, ben, c'est un avantage pour nous parce qu'on on travaille en milieu urbain. En fait, avant, les données devaient être transférées à l'étranger et puis rapatriées. Enfin bon, c'est pas toujours facile. En fait, il y a des questions de sécurité informatique également dont il faut tenir compte. Donc, parfois, les données sont envoyées sur le cloud et puis à travers une connexion sur ces données sont traitées sur nos serveurs. Alors, question en italien. Il est intéressant de comprendre que grâce à la collaboration, on peut améliorer les contrôles effectués sur la qualité des eaux. Mais d'une part, il y a les matières premières naturellement que vous recevez avec toutes les menaces qu'on a passées en revue. Et puis, il y a une analyse de risque que vous effectuez. Alors, la question est donc la suivante. Quels sont les données minimales qui vous permettent
d'avoir une certaine sécurité concernant la qualité de l'eau fournie ou distribuée. En fait, quelles sont les difficultés lorsque on apprécie ces données, qu'elles proviennent de l'agriculture, de l'industrie, des producteurs, etc. Et d'où viennent les difficultés les plus importantes? Alors, j'espère avoir tout compris parce que je n'avais pas mes écouteurs. Donc, l'évaluation des risques des données dans le bassin versant. Eh bien, même si on dispose de nombreuses données, eh bien, le tableau n'est jamais exhaustif. Il faut toujours essayer d'utiliser des indicateurs et parfois se mettre à la recherche d'un certain nombre de substances. Et si les valeurs ne laissent pas entrevoir un certain nombre de signes spécifiques, bon ben, il n'y a pas lieu d'agir. C'est difficile également pour les substances chimiques venant de l'industrie, surtout lorsqu'on ne sait pas justement ce qui passe dans ces eaux. Donc, on fait un biomonitorage pour comprendre de quoi est formée cette ressource et si des changements interviennent en cours de traitement de eau pour voir s'il y a des substances critiques. Alors, la question est toujours de savoir que dois-je mesurer? Est-ce que je dois mesurer les substances trigger significatives? Et pour ce faire, eh bien, on se base également sur le savoir-faire scientifique parce que c'est les scientifiques qui ont les bonnes méthodologies à leur disposition pour pouvoir nous aider. Bon, mais c'est intéressant de voir comment une société de grande dimension partage son savoir-faire avec les plus petites sociétés. C'est exemplaire et merci de cette intervention.